Bonjour les amis, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est aujourd'hui dédicacée spécialement à un ami tireur, Roland, qui se reconnaîtra, Roland, si tu nous regardes. Roland est amateur de l'arme qu'on va examiner aujourd'hui et je lui avais promis un petit clin d'œil, ce qui est fait. Roland, cette vidéo, elle est pour toi, elle devrait te plaire. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Une fois n'est pas coutume, donc nous allons parler du Colt Single Action Army, donc Colt SAA, modèle 1873. Voilà. Et là, vous vous dites, le mec, il a pété un plomb. Ça fait déjà 10 vidéos qui nous bassinent avec ces Colt SAA. Une de plus, trop c'est trop. Ça tourne au sectaire. Vous allez couper, vous allez vous désabonner. Stop. Ne faites pas ça, restez quelques minutes de plus. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, promis, juré. Mais vraiment. Promis, juré, on ne parlera pas de Colt Single Action Army 1873. Aujourd'hui, on va parler de ce Colt 1873 SA, de celui-là et pas d'un autre. Alors, pourquoi celui-là et pas un autre? Alors, ça y est, là, je peux les mettre en évidence, puisque si vous aviez vu ça au début de la vidéo, vous auriez coupé avant même de m'écouter et de savoir de quoi on allait parler. Donc, c'est gentil à vous d'être resté. J'y suis sensible. Voilà. Alors pourquoi je vais parler de celui-là précisément? Parce que figurez-vous que... Il est magnifique, hein, voilà. Ben, je me prépare à lui faire mes adieux. Et un exemplaire aussi beau, vous êtes d'accord? Voilà. C'est juste splendide, hein. Voilà. Un exemplaire aussi beau méritait bien des adieux en règle. Une vidéo pour qu'elle passe à la postérité. Ce qui est le lien avec le titre de la vidéo, vous l'avez compris. C'est pas une vidéo d'adieu, genre je mets fin à ma chaîne YouTube. Je viens juste de démarrer. En plus, j'ai de plus en plus d'abonnés toutes les semaines. Je ne vais pas les planter maintenant. Donc, je fais mes adieux à cet exemplaire-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. C'est que j'ai décidé de recentrer un peu ma collection de SAA. Si vous remontez un peu dans mes vidéos, vous verrez que des SAA, j'en ai eu une tripotée. J'en ai moins aujourd'hui, mais j'en ai eu une tripotée vraiment. Mais que la loi française est ainsi faite que vous êtes contingenté à 12 détentions de catégorie B et pas une de plus. Sauf à inscrire sa femme au stand pour avoir 12 de plus, ses enfants, la grand-mère et tout. Enfin bon, bref. Ce qui n'est pas le cas pour moi. J'ai 12 détentions, je suis full. Donc quand on veut acheter une arme de catégorie B et qu'on est déjà à bloc sur ces détentions, on est bien obligé d'en vendre une. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je vends celle-là. Simplement pour vous expliquer pourquoi j'ai moins de SAA qu'à un moment donné. C'est parce que j'aime les armes, hein, depuis très longtemps, vous le savez, et que je n'aime pas que les SAA, même si c'est le SAA, mon arme préférée. Voilà, ça, si je devais en garder qu'une, tout le monde le sait, ça serait ça. Non, en fait, j'aime aussi les Colt 1911, j'aime les Python, j'aime les Smith Wesson, j'aime plein d'autres armes. Donc du coup, je me fais plaisir aussi au gré des opportunités. Et donc j'ai été obligé de restreindre un petit peu ma collection de SAA. Et aujourd'hui, je dirais que je vais la restreindre encore davantage. Mais comment dirais-je? Je vais garder 3 exemplaires, peut-être 4, peut-être 4, mais en calibre historique. Je m'explique. Euh, je vous ai fait une petite vidéo très courte sur cet exemplaire que j'ai reçu il y a quelques jours. Voilà, il est chambré en 44, en 44, en 45 long Colt. À savoir que chez Colt, on dit 45 Colt, on ne dit pas 45 long Colt, d'ailleurs. Vous regardez, c'est marqué 45, c'est pas marqué long Colt. Et vous voyez la différence, voilà, c'est que celui-là, tout aussi magnifique qu'il est, et il est vraiment magnifique, je peux vous l'assurer, il est chambré en, voilà, en 38 357 Magnum, qui n'est donc pas un calibre d'époque, puisque dans les années 1870, quand il est sorti en 45 long Colt. Quelques années après,
il est sorti en 44-40, mais le 357 Magnum en tant que munition a été créé en 1935. Voilà, donc j'ai trouvé en fait, hein, c'est surtout ça, j'ai trouvé un nouvel SAA qui est de la même génération que celui-là, il est même un peu plus jeune que celui-là est de 77, celui que j'ai trouvé de 73, qui est en 45 long Colt. Voilà. Et j'ai envie donc de recentrer mes SAA sur des calibres historiques, ce qui explique que je me sépare de celui-là. Alors, on va dire deux mots quand même de ce SAA qui est absolument magnifique. Alors, j'aurais pas peur de dire qu'il est en état concours, excepté une petite trace ici, là, je sais plus où, par là, je crois. Voilà, je sais pas si ça se voit, une petite rayure qui se voit à peine, mais qui fait qu'on ne peut pas dire que l'arme soit en état concours, mais franchement, il est en très 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 bel état. Comme je disais, il est de 77, donc il a presque 45 ans le flingue. Hein. Donc quand même, vous voyez que le bronzage est parfait. Voilà, on est vraiment sur de la très très belle qualité. Voilà. Alors pourquoi je dis qu'il est de 77? Parce que son numéro de série indique une fabrication de 77. Mais vous allez voir qu'il a une petite histoire quand même, cet exemplaire-là. Le numéro, effectivement, indique, quand vous allez sur le site de Colt et que vous tapez ce numéro-là, il vous sort Colt 1873 SAA 1977. Donc on est sur la lettre SA pour Single Action à la fin du numéro de série. Donc ça, le numéro de série, j'ai déjà eu l'occasion de faire des comparatifs entre des SA de deuxième et troisième génération. Ce numéro de série indique une deuxième génération, mais on est quand même en 77. 77, c'est l'année charnière au cours de laquelle Colt est passé de la deuxième à la troisième génération. Alors comment ça se passe? Simplement que arrivé à 100 000, on bascule, on change de génération. Les deux lettres SA, au lieu d'être à la fin, sont mises au début. Et c'est ce qui va marquer la troisième génération. Mais pas que. La troisième génération va avoir des petites différences par rapport à la deuxième. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. On va donc y revenir brièvement. On ne va pas approfondir. Il faut savoir que la troisième génération, pour certains experts, elle se situe en 76, pour d'autres en 77 et pour d'autres en 78. Alors pourquoi il y a, c'est pas vraiment une querelle d'experts, mais pourquoi il y a ces petites différences parfois d'un livre à l'autre, etc. On peut trouver ce genre de petites différences. Tout simplement parce que il en va de Colt comme des fabricants de voitures. Hein. C'est que quand vous créez un nouveau modèle, une nouvelle génération du même modèle, c'est pas pour autant que vous mettez le stock du modèle précédent à la casse. Voilà. Donc il y avait pas mal de carcasses, de canons, de bâtis, de backstraps, etc. de deuxième génération qui ont basculé sur de la troisième génération, qui ont reçu les spécificités de la troisième génération, mais quelquefois en ayant gardé un numéro de deuxième génération. Et là on est vraiment sur un revolver charnière et typique de cette transition de la deuxième à la troisième, puisqu'il a les caractéristiques sur lesquelles on ne va pas revenir. Vous pouvez aller retourner sur une vidéo précédente dans laquelle j'en parle. Il a les caractéristiques du troisième génération, tout en ayant un numéro de bâti deuxième génération. Et toutes les pièces sont au même numéro. Hein. C'est pas un bidouillage, un remontage et tout ça. Et j'ai appris aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en fais profiter dans cette vidéo, j'ai appris aujourd'hui, et merci à un ami virtuel, c'est quelqu'un que je ne connais pas en réalité, mais que je fréquente, entre guillemets, sur certains forums spécialisés, qui m'a indiqué une chose que j'ignorais dans l'histoire du Colt SA. C'est que la première génération, qui va donc de 73 à 40, voire début 41, quand Colt a cessé la production, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, parce que l'effort de guerre imposait de fabriquer autre chose quand même pendant la Seconde Guerre mondiale que des Colt SA, sauf peut-être celui du général Patton, mais je pense qu'il l'avait eu avant.
Et donc il y a plusieurs carcasses qui sont de la première génération, qui n'ont pas été utilisées quand Colt a cessé la production du SAA en 40-41, et qui sont ressorties des années après, en 54 je crois, ou 55, je ne sais plus. En fait, la deuxième génération ressort en 55. Mais on trouve entre 55 et 61, d'après les spécialistes, on retrouve 338 SA qui sont bien répertoriés, qui ont des numéros de série, donc sans le SA, puisque la première génération, c'est que des chiffres, qui ont des numéros de série, donc de première génération, mais qui sont vendus à l'époque de la deuxième génération, avec définition, enfin, c'est que des... D'après ce que ce collègue sur le forum m'a fourni comme élément, comme information, c'est que des pièces extrêmement rares, 338 de toute façon, et que Colt a offert à des dignitaires, à des militaires, à des gens un peu importants. Donc c'était des armes qui étaient souvent gravées dans des coffrets, etc. Donc rarissimes, on s'en doute. Mais ça explique aussi que dans les années 50 sont commercialisées donc des armes qui ont des numéros de série des années 40. Voilà. Donc là, ça s'explique aussi pour celui-là, qui a un numéro de série de deuxième gène, donc plutôt dans les années 70. La deuxième génération, c'est 1955 jusqu'à 77, 78, voire voilà, dans ces eaux-là, on va dire tout le monde est à peu près d'accord. Et on change de numéro à ce moment-là. Et donc on est sur un hybride en quelque sorte, puisqu'on sait que les plaquettes de troisième génération qui sont typiques, c'est-à-dire que on retrouve le Hipluribussunum avec l'aigle américain. D'ailleurs, ce n'est pas un aigle, c'est un picargue. Un picargue. Alors, picargue, c'est pas un aigle, c'est un rapace qui ressemble à un aigle, mais avec quand même avec des différences, ce qui fait qu'on ne peut pas les confondre quand on les examine de près. Et la particularité du picard, c'est un aigle marin en quelque sorte. C'est un aigle qui se nourrit que de poissons. Voilà, il n'ira pas chercher le petit lapin ou la marmotte. Il se nourrit que de poissons. Et en réalité, c'est le picargue qui est l'emblème des États-Unis et c'est pas un aigle royal comme on pourrait l'imaginer. C'est vraiment typique de l'aigle américain. Bon, on dit que c'est un aigle, mais c'est un picargue. Enfin, c'est quand même plus facile à dire un aigle quand même. Vu qu'effectivement, il y a des différences entre un picargue et un aigle, mais c'est pas non plus. Ça saute pas plus aux yeux que la différence entre un deuxième gène et un troisième gène. Alors tout ça pour dire, revenir à ces plaquettes. Plaquettes troisième génération ne vont pas sur les bâtis de deuxième génération. Je prends un exemple, celui-là de 68. Alors là, il n'y a aucun doute possible, on est effectivement sur une deuxième génération à 100%. Voilà, 1968, son numéro, vous le regardez, il y a un petit SA également à la fin. Aucun doute là-dessus, 1968. Et il est pourtant avec des plaquettes de crosse de troisième génération. Certes, mais il a fallu les ajuster un petit peu pour qu'elles y aillent sur ce bâti. Mais en plus de ça, si on est honnête, on regardera que elles dépassent du bâti. Voilà. Alors effectivement, c'est des très belles plaquettes, c'est du gutta percha, c'est des plaquettes Colt. Moi, je les ai démontées, c'est vraiment du Colt. C'est pas de la repro. Mais elles vont pas sur les deuxièmes générations. Or là, on a une arme tout au même numéro, donc si je démonte les plaquettes, je ne vais pas le faire, mais vous imaginez bien que je l'ai fait. Le backstrap, le front trap sont au même numéro que la carcasse, et que le barillet, et que la portière de chargement. Donc on est vraiment sur une unité d'armes qui fait qu'il n'y a pas de doute possible. On est bien sur un troisième génération portant un numéro de deuxième génération. Mais je pense que vous avez compris un peu le principe de ces numéros et des périodes de transition d'une génération à une autre. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Bon, le canon e-miroir, on ne le voit pas là, mais le canon e-miroir, il n'y a pas une rayure, il n'y a pas rien, à part le petit truc qui est ici, je vous ai montré. Voilà, donc je m'en sépare parce qu'il est chambré donc en 357 Magnum, que j'espère bien acheter le même en 45 Long Colt, et ainsi uniformiser un petit peu ma collection avec des calibres plutôt historiques. Si je peux trouver un 44-40, c'est le top parce que c'est les plus rares.
Donc ma foi, et là vous vous dites, mais pourquoi ils s'embêtent avec des catégories B quand le SA près 1900 est en vente libre et qu'il pourrait en avoir 200 s'il veut. Alors c'est pas tellement si je veux, hein, c'est si mes finances le veulent, hein, parce que moi je veux tout, moi. Mais mes finances me disent tout le temps, non, 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 n'y va pas. Il faut savoir qu'une arme comme ça, c'est entre 1003 2000. Voilà, en gros. Voilà. On va dire, il y a certains armuriers qui vendent ça 2000 balles, mais bon, c'est un peu cher. On en trouve à moins de 1300 euros, mais c'est quand même très rare. Et la moyenne se situe à 1005, 1006. Voilà, on va dire 1004, 1005, 1006. Pour des exemplaires de deuxième ou troisième génération. Alors, c'est vrai que si on s'approche comme pour le reste, hein, si on s'approche du début de la génération, c'est-à-dire que si on a un exemplaire de 1955 dans un état comme ça peut valoir plus que 2000 euros, ça c'est certain. Mais un près 1900, donc en catégorie D, donc vente libre en France, dans cet état-là, bon déjà ça n'existe pas, hein, parce que près de 1900, ils ne sont pas dans cet état-là, ou s'ils sont dans cet état-là, c'est qu'ils sont dans un musée, ils vont y rester. Mais en très très bon état, un SA après 1900, c'est minimum 3500 euros pour qu'il soit vraiment en bel état, mécaniquement et cosmétiquement. Et on est plus vers 4000-5000 euros pour un bel exemplaire, très bel exemplaire, 4000-5000 euros. Alors il y a eu une petite flambée hein, sur les près 1900, pourquoi? Parce qu'ils sont passés en vente libre, ce qui n'était pas le cas avant. Ils sont passés en vente libre, donc c'est une bonne chose pour le collectionneur, mais en même temps, les spéculateurs ont fait exploser les prix tout simplement parce que c'est en vente libre et que n'importe qui peut l'acheter. Alors qu'avant, il fallait une autorisation. Bon, c'est ce qui explique que je n'ai pas de catégorie D parce que j'ai pas 4000 euros ou 5000 euros à mettre dans un bel exemplaire comme ça. Ou alors, il faudrait que je vende 3-4 de mes armes pour en acheter qu'une. Et en plus de ça, ne pas pouvoir tirer avec puisque les bâtis près 1900 ne sont pas éprouvés pour la poudre sans fumée. Donc si vous mettez des cartouches métalliques à poudre vive aujourd'hui dans des bâtis qui étaient conçus pour de la poudre noire, pour des cartouches métalliques mais chargées à la poudre noire, ça ne va pas le faire du tout, hein. Ça va le faire une fois, quoi. Voilà. Et ça serait dommage de flinguer une arme qui vaut plusieurs milliers d'euros, simplement parce qu'on a voulu faire le comique en mettant une cartouche qui n'était pas adaptée. Alors que ceux-là, on peut les tirer sans problème. Moi, je tire pas avec parce que je considère que c'est aussi de la collection. Mais on peut les tirer sans problème, hein. Moi, je les ai essayés, évidemment. Tous les sacs que je rentre, je les essaye. Sauf celui-là que j'ai pas encore essayé parce que je suis pas allé au stand depuis quelques jours. Et depuis le déconfinement, de toute façon, j'y suis pas allé. Pour tirer, j'ai ça. Voilà, ça, vous le connaissez, c'est le Huberti que j'adore, hein. Il est chambré en 357, celui-là. Pour tirer au SA, au stand, ça va très très bien parce que la 38 et la 357, c'est quand même beaucoup moins cher que la 45 ou la 44-40, hein, quand même. Moi, je recharge pas. J'ai été rechargeur il y a longtemps, mais je ne recharge plus. Donc voilà. Donc ce qui vous explique que je me sépare de cet exemplaire, qui est magnifique, pour son petit frère, enfin son grand frère, l'identique, mais en 45 long colt, tout simplement. Voilà, donc voilà, vous avez les 4 clics qui sont COLT pour Colt. Voilà. C'est quand même chaleureux, hein. Très arrondi, chaleureux. Bon, là, on a les 4 clics aussi. Voilà. Là, je le fais dans toutes mes vidéos, ça, parce que c'est quand même... c'est beau, quoi. Voilà. Comme je disais, il n'y a pas un SA qui fait le même bruit. Alors, ça tient à la longueur de canon, ça tient au ressort, ça tient à plein de choses. Et puis, je ne résiste pas. Voilà. Ouais, c'est Mozart, ça, hein, on est d'accord. Hein. C'est Bach, Mozart, Beethoven. Voilà, les amis. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur celui-là? Rien. Rien. Il est magnifique. Si je pouvais le garder, je le garderais, mais on ne peut pas tout garder, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà. Il est splendide. Et je lui fais mes adieux. Voilà. Roland, si tu veux lui faire des adieux, c'est le moment, hein. Parce que je pense qu'il ne va pas rester longtemps sur le marché. Il va trouver un preneur assez rapidement. Voilà, les amis, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé, mais enfin, je pense pas quand même. Sinon, vous ne seriez pas aussi nombreux à regarder mes vidéos et à s'abonner.
Vous savez que je prépare une grosse vidéo, donc, mais j'en ai peut-être parlé tout à l'heure, je sais plus. Parce qu'à force, des fois, j'oublie ce que je dis, hein. Donc si je dis 2 fois la même chose dans la même vidéo, faut pas m'en vouloir. C'est juste que, bah, voilà. Et donc je prépare une grosse vidéo sur le SA, avec plein de détails, et vous en serez informés. Ça prend du temps, hein, parce que là, je veux pas me tromper, je veux pas dire de conneries. C'est pas que je veux dire des conneries sur les autres vidéos. Mais quand on veut faire vraiment une vidéo exhaustive, il faut quand même qu'on prenne des notes et qu'on maîtrise la chose. Notamment sur ce que je disais tout à l'heure, j'ignorais l'existence de ces 338 Colt SA qui sont sortis dans les années 50 avec des numéros des années 40. Bon, bah, j'ignorais ce détail. Voilà. Alors, c'est pas fondamental en soi, ça remet pas en cause l'histoire du SAA, mais c'est une petite anecdote qui, pour le collectionneur, est très importante. Voilà, bon, les amis, je vous dis à très bientôt. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour ces quelques minutes. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais enfin, j'imagine que c'est pas très long. Et puis, ma foi, bah, c'est tout. Prenez soin de vous, éclatez-vous, allez au stand, likez toutes les publications que vous pouvez sur Facebook, sur les forums, sur n'importe quoi, et partagez votre passion de façon à ce que bah, ça fasse vivre un petit peu les armes à feu, que ce soit moins vu comme quelque chose de négatif. Et voilà, nous, on le voit bien, hein, dans les stands de tir, on est tous des passionnés. Mais bon, l'opinion publique n'est pas toujours d'accord avec ça. Donc c'est vrai que moi, personnellement, sur Facebook, je like tout ce qui... même sur les trucs américains, tout ça, je like, voilà. C'est pas que je veux une liberté absolue sur les armes, mais je veux dire, je veux peut-être freiner les interdictions, en fait, voilà. Euh, bon, on n'a pas à se plaindre non plus, hein, c'est pas trop compliqué pour avoir des armes en France, dans la mesure où si vous répondez aux critères positivement, il n'y a pas de souci, vous avez vos autorisations à titre sportif et c'est pas un problème, hein. C'est pas libéral comme aux États-Unis, mais bon, on n'a pas le même passé non plus, donc voilà, c'est comme ça. Bref, je vous embête pas plus avec ces considérations à 2 balles. Je vous dis à très bientôt les amis, ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour ces quelques minutes. La prochaine vidéo, je sais pas quand, je sais pas sur quoi. J'essaierai que ce soit pas sur ça quand même, parce qu'au bout d'un moment, pour le coup, vous allez vraiment dire le mec, bon, ça commence à bien faire. Donc je sais pas sur quoi, mais on verra. Peut-être je reprendrai les chemins du stand et que je ferai des petites vidéos en live, ce que je n'ai jamais fait encore. Mais bon, j'ai un ami, suite à ma précédente vidéo, qui s'est proposé de me filmer. Hein, parce que je vous avais dit qu'il fallait au moins être deux. Hein, je peux mettre un pied, ma caméra. Bon, c'est mieux si c'est quelqu'un qui filme. Donc j'ai trouvé le pote, il va se reconnaître, qui va m'aider à filmer ça. Voilà, donc peut-être ça sera une vidéo live en stand où ça va faire du bruit, de la fumée. Ciao les amis, merci encore. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Vous connaissez la suite. Bye bye.